Les désorceleurs que j'ai rencontrés ont toujours pensé que j'avais un taux d'accident de voiture qui montrait que quelqu'un devait faire quelque chose à ma voiture. De fait, j'en ai eu plusieurs. Et chose extraordinaire, je n'en étais jamais coupable. Donc, les assurances me remboursaient plein pot à chaque fois. Et j'ai fini par comprendre que ce qui se passait, c'était que traverser la région, circuler sans fin dans la région à la recherche des sorceleurs et ensorcelés, me flanquait une trouille monumentale qui me rendait incapable de conduire très bien, c'est-à-dire d'anticiper les erreurs de conduite des autres. Et que de temps en temps, je n'anticipais pas une erreur de conduite et j'avais un accident. Bon, c'était aussi simple que ça. Et donc, on pouvait pas dire évidemment que quelqu'un mettait quelque chose dans ma voiture, mais on pouvait dire que la sorcellerie me provoquait des accidents d'auto. Bon, alors au lieu de retourner voir Madame Flora, alors que le temps pressait, puisqu'il y avait déjà 10 mois que j'étais là et que j'étais censée n'en avoir que 12, je m'enferme dans mon village, avec les enfants qui étaient ravis d'avoir leur mère pour eux à plein pot, toute la journée, et j'écris un long article sur Michelet, qui va sortir dans Critique en 1971, Sorcière et Lumière, et j'écris aussi un article, Le malheur biologique et sa répétition, sur les données de mon terrain au point où j'en suis, qui paraît dans les Annales ESC, la revue des historiens, aussi en mai-avril 1971. C'est pas des articles dont je recommande la lecture aujourd'hui, mais ces deux articles vont avoir pour moi des conséquences absolument inattendues. Je dis ça pour montrer qu'au moment où mon laboratoire me bat froid, ils sont bien les seuls. C'est-à-dire, l'article sur Michelet est repéré par Lacan, que je ne connais pas, qui demande à me rencontrer, qui en parle à son séminaire. Donc après, quand je demanderai à être membre de son école, j'entrerai par le haut. C'est celle dont Lacan a parlé au séminaire. Celui des Annales convainc Pierre Nora, l'éditeur de la Bibliothèque des sciences humaines chez Gallimard, de me faire signer sur le champ un contrat. Et il aura la gentillesse d'attendre que je sois capable d'écrire ce livre plusieurs années après. Cet article des Annales attire l'attention d'un producteur de France Culture qui va me consacrer une série d'émissions qui sont encore aujourd'hui, tous les ans, France Culture les repasse. Et donc je reçois des lettres me disant, encore aujourd'hui, j'ai vécu la même chose que vous, mais il croit que j'ai vécu ça la semaine dernière. Bien évidemment, c'est dit dans l'émission que c'était il y a très longtemps. Voilà. Et donc ça se produit pendant que mon laboratoire veut que je change ma manière de travailler, ce qui est impossible. Je peux partir, mais pas changer ma manière de travailler. Et que moi, je suis dans le bocage, en pleine panique. Donc je ne retourne pas voir Madame Flora, mais j'entre en relation quand même. Je continue le même jeu qu'avant. Et puis au bout des 12 mois, j'obtiens du laboratoire, enfin on s'engueule, enfin plus exactement, j'écris à Dampierre que je vais rester 1 an de plus, parce que je n'avais pas un salaire particulier pour le fait d'enseigner à Nanterre. Il me convoque, il ne me dit pas un mot pendant 2 heures, il m'emmène manger, il reçoit des gens devant moi sans m'adresser la parole, il m'emmène au restaurant universitaire, il ne dit pas un mot, et au moment du café, il explose, il dit « Ah, on m'avait dit, me l'avait dit, celle-là, on aura du mal, vous aurez du mal à l'atteler. » Voilà, ça vous donne une idée de ce que c'est que l'université française. Je dis « Mais comment atteler un chercheur, vous savez ?» Et en fait,
Vous voulez rester? Ben restez. Bon, ça a été réglé comme ça, et j'avais donc une nouvelle... parce qu'en fait, comme j'étais une des fondatrices du laboratoire, une enseignante charismatique, il y avait plein de gens qui venaient à mes cours, qui demandaient des choses supplémentaires, des séminaires supplémentaires, etc. Ils n'étaient pas contents d'avoir perdu celle-là, mais que je n'étais plus. J'avais pas la même foi dans l'ethnographie comme elle se faisait. Je n'enseignais plus sur l'anthropologie politique et le domaine arabe. Je ne m'intéressais plus. Alors, donc, voilà. Donc, le 4 novembre 1970, très longtemps après avoir commencé mon terrain, et 6 mois après l'avoir rencontrée pour la première fois, je retourne voir Madame Flora, décidée à accepter le désorcellement. C'est la scène qui est à la fin de Corps pour Corps. Corps pour Corps, c'est mon journal de terrain que j'ai repris après coup en 1981 avec José Contreras pour répondre à la question de beaucoup de mes lecteurs, de beaucoup des lecteurs de L'émo, la mort, l'essor. Mais comment vous y êtes entré dans la sorcellerie? Et donc je rapporte toute cette période. Donc, je vais voir Madame Flora en acceptant un désorcellement pour moi. Il y a 17 mois que je suis dans le bocage, et c'est seulement maintenant que les choses sérieuses vont commencer. Voilà, donc j'ai appris quelque chose sur la seule manière possible d'étudier la sorcellerie boccaine. En fait, c'est le cas pour pratiquement toujours, je crois, en France. Mais mes prédécesseurs n'avaient jamais dit que les conditions étaient celles-là. En fait, ils ne disaient pas pourquoi ils ne rencontraient pas les intéressés, et ils n'en tiraient aucune conséquence. Et moi, je disais, mais enfin, on ne peut pas parler d'une chose dont on n'a rencontré personne. Et les conditions d'accès à ces gens, c'était en effet une inversion des méthodes ordinaire de la façon d'être ordinaire en anthropologie, c'est-à-dire ça consiste à aller se coller à un système de place dont on ignore tout, celui qu'on a choisi d'étudier, en l'occurrence la sorcellerie, en ne visant aucune place, pas même celle d'ethnologue qui n'est pas crédible pour eux, même s'ils savaient ce que c'était que l'université. Ils me disaient tous, vous faites une thèse, c'est le moment où les thèses d'État et les thèses de 3e cycle se distinguaient. Ils me disaient, vous faites une thèse de 3e cycle ou une thèse d'État? Partout, ils savaient très bien, ils avaient tous des neveux et des nièces dans l'université. C'était des gens comme nous, en fait, les paysans sorciers. Et donc, ce qui m'est demandé, c'est d'accepter d'être là, présente, de fermer ma gueule, de ne pas parler, de ne pas poser de questions, d'attendre que ça se passe, et de laisser les gens me désigner une place, celle qui leur paraît convenable, ou bien une autre, selon le moment, selon l'interlocuteur. Par exemple, le même jour, il m'est arrivé que l'un dise que j'étais ensorcelée, et l'autre que j'étais désorceleuse. Les deux en interprétant mes yeux. L'un dit qu'il voit la panique dans mes yeux, je pense qu'il avait raison, et l'autre que j'ai les yeux courageux, durs, de la désorceleuse qui a sauvé son frère. Les deux, pour eux, sont vrais. Et cette assignation à une place inconnue de moi a une conséquence immédiate, c'est que un certain comportement est requis dont j'ignore tout. Ça fait quoi, un désorceleur? Puisque je ne le savais pas, puisque ça n'avait jamais été décrit. C'est ça qui s'est passé avec les babins. Même quand j'ai compris qu'ils allaient me demander de les désorceler, j'allais faire quoi? Qu'est-ce que c'était? J'en savais rien. De là, le pauvre succès d'année de psychothérapie que je leur ai présenté, dont je savais qu'ils n'auraient aucune... J'étais quand même en analyse depuis 2 ou 3 ans, je savais que ça ne servait à rien de fonctionner comme ça, mais bon, je ne voulais pas totalement perdre la face, dire non. Voilà.
Et donc, il s'agissait de... En fait, petit à petit, à force de gaffes, de demi-fuites, d'expérience 1, j'ai fini par donner un contenu à chacune des places. Et ensuite, grâce à Madame Flora, à négocier une place moins inconfortable que d'autres. Elle a fait de moi une espèce d'assistante sarabateuse, une apprentie des sorceleuses, une assistante des sorceleuses. Elle me faisait assister à ses cures en me prenant à partie pour me montrer comme elle était bonne, pour que je puisse témoigner. C'était moi qui amenais les gens, qui les ramenais. On parlait hors séance ensemble. Voilà. Donc ce qu'on appelle, on appelle ça le travail de terrain. Quel travail? Où est le travail? C'est-à-dire, ça comporte des moments d'une très grande passivité, et de toute façon, que des moments où on ne contrôle pas les situations, où les autres mènent un jeu dont on ignore les règles, et pour les apprendre, ça suppose qu'on accepte d'être malléable. Évidemment, ça ne correspond pas du tout à l'activité de chercheur sur le terrain. Bon. À l'automne 71, je suis obligée de cesser d'habiter à plein temps dans le bocage parce que je suis en train de divorcer de leur père, que les enfants doivent être scolarisés à Paris, etc. Donc pendant les 3 années qui vont suivre, je suis entre Paris et le bocage pendant la moitié de la semaine et toutes les vacances scolaires. Pendant que je continue à enquêter, j'essaye de commencer à rédiger, mais je n'arrive même pas à relire mes matériaux, tellement ils m'angoissent. À la fois parce que je ne savais pas, bien que je les relise très souvent, je les relis chaque fois que j'ai affaire à quelqu'un sur le terrain, je relis ce qui précède, mais pas pour formuler quelque chose, pour faire de l'anthropologie à un public qui lit de l'anthropologie. C'est d'autres destinataires. Je relis quand je suis sur le terrain pour savoir qu'est-ce que je suis censé faire, qu'est-ce qu'ils attendent de moi, cela, et qu'est-ce que je suis censé faire, est-ce que je peux le faire, comment je pourrais négocier quelque chose d'un peu moins impossible pour moi, et c'est tout. Et donc, pendant cette période où je fuis mes matériaux, je participe à Paris au séminaire de Michel Foucault sur le mémoire d'un jeune parricide normand du XIXe siècle, moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, mon père, ma sœur et mon frère. Et avec Jean-Pierre Péter, qui m'a amené dans ce séminaire, nous écrivons un chapitre. Or, la chose intéressante au passage à ce sujet, c'est que Foucault croyait qu'il embauchait l'ethnologue de la région. Moi, j'ai essayé d'expliquer ce cas avec tout ce que le Musée des Arts et Traditions Populaires avait comme ethnographie régionale. Il y en avait pas mal parce que c'était dans le Calvados, c'était une région très bien, une ancienne province très bien connue des folkloristes. Et je ne trouve rien. Aujourd'hui, je pense que dans le cas de cette famille, justement, la sorcellerie, le recours à la sorcellerie était impossible, puisque c'est un couple qui n'a... Enfin, c'est un homme et une femme, les 2 parents Rivière, qui n'ont jamais réussi à faire couple, ni à faire famille, qui ont vécu toute leur vie mariée, chacun dans son hameau d'origine, mais quand le mari allait faire du travail gratuit chez sa femme, il pouvait coucher, elle lui permettait de coucher avec lui, donc elle a eu 4 ou 5 enfants comme ça. Et le fils aîné, Pierre, quand il est arrivé à l'âge où son père avait dû se marier avec sa mère pour ne pas entrer dans les guerres napoléoniennes et y mourir comme d'autres, comme un de ses frères, etc., Pierre Rivière a aperçu toute
la domination de la mère sur cette famille et le consentement de son père à être dominé à ce point, alors que la coutume, le droit, lui donnaient tous les droits, mais qu'il était incapable de les... Et il a assassiné toute la partie de la famille qui était liée à sa mère. Et donc, dans un cas de ce genre, où ça n'est pas un couple solidaire qui est atteint de malheur en commun et qui décide de rejeter ses malheurs à l'extérieur de la famille, il ne peut pas y avoir de sorcellerie. Bon. Donc j'écris quelque chose, un texte que je n'ai jamais pu relire d'ailleurs, parce que j'étais un peu en désaccord avec mon co-auteur. Mais donc j'ai écrit un autre texte d'un genre poétique et métaphysique, mais c'est sur la vérification, et je l'ai revérifié ces temps-ci. J'ai voulu reprendre ce dossier, et le musée des arts et traditions populaires est maintenant à Marseille, où j'ai pu reconsidérer de nouveau tout ce que j'avais lu, et j'avais raison. Il n'y a rien qui permet d'expliquer ce cas. Bon, en mars 1972, puisque je ne peux pas écrire, je me dis, bon, je vais donner ce responsable de France Culture, ce producteur de France Culture, me demande de faire une série d'émissions avec lui, intitulée Entre chiens et loups, et j'accepte et je parle du terrain que j'ai fait. Bon, puisque je ne peux pas faire ce livre. Et 2 ans plus tard, au printemps 1974, je me dis, puisque tu ne peux pas faire ce livre, parle-en au premier journaliste bien, sensible, que tu rencontreras. Et un journaliste de l'Express vient me voir, et nous arrivons à en parler extrêmement bien. Il enregistre une très longue conversation, il fait son article, mais il se passe après quelque chose dont personne ne me met au courant. Françoise Giroux, la directrice de la publication, le rejette, désavoue le journaliste. Le directeur scientifique du journal réécrit l'article en utilisant cette conversation enregistrée sans que je sache rien. Et il titre le tout « La sorcière du CNRS ». Ah oui, parce qu'entre-temps, il passe me voir en me disant « je voudrais compléter le dossier ». Mais avec l'autre, on pouvait parler à mi-mot parce qu'il comprenait tout. Avec lui, qui était d'avance contre moi, ce que je ne savais pas, tout était contre moi. Donc je lui dis en rigolant, mais vous savez, ça marche tellement bien, Madame Flora, enfin le désorcellement, que alors que mes collègues du laboratoire et du CNRS ne voulaient pas que je sois promue à un moment où j'en avais très besoin parce que j'étais en train de divorcer, elle m'a appris comment faire, et elle m'a appris comment me comporter à leur égard, et je suis immédiatement montée en grade au CNRS. Et donc, lui, c'est comme un connard qu'il est, comme un imbécile, il a dit, vous voyez, ça sert même à obtenir des avantages de carrière. Bon, je ne sais rien de tout ça. Je vais cet été-là en Tunisie pour la première fois depuis que j'en avais été exclue, avec mes enfants, passer de merveilleuses vacances. Et quand je reviens, je cours dans le bocage et on me dit « Ah, vous venez ?» Je vais à l'épicerie, on me dit « Ah, vous venez pour acheter votre article ?» Donc j'étais au courant de rien. Et en fait, je regarde l'article de l'Express et je m'aperçois qu'on filmait le village où j'habitais, qu'on appelait par son par le nom, la première lettre du nom avec 3 points de suspension, et que en fait, j'apprends après coup qu'ils ont voulu des photos, l'Express a voulu des photos, a envoyé quelqu'un à l'administration du CNRS, qui n'avait aucun droit de le faire, mais qui a dit où j'étais. Et ils ont envoyé des photographes qui ont photographié ce qu'ils pensaient être
la sorcellerie. C'est-à-dire, par exemple, une femme vêtue en noir devant la porte d'un garage ou la porte d'une grange où une chouette a été clouée. Pour eux, ça, c'est la sorcellerie, alors que c'est juste un épouvantail. Mais elle a eu mal au dos pendant des mois après cette photo. Elle a pensé que c'était moi qui avais fait la photo et qui l'avait rendue malade. Le cimetière en face duquel j'habitais. Et les gens ont dit, mais comment? On l'a jamais vu faire des photos. De fait, je me suis tout de suite interdite d'en faire, parce que je savais qu'on ensorcelle aussi par le regard. Je ne voulais pas que quelqu'un se sente... Enfin, outre que j'ai des problèmes avec la photo et l'image en général, ça ne me serait pas venu à l'idée de faire des photos. Et donc les gens et par-dessus le marché, Ouest France, vexé d'avoir pas connu ma présence sur le terrain, comprend tout de suite que ce village dont le nom commence par V, il n'y en a qu'un, donc ils envoient des gens et ils font un reportage sur le scandale provoqué par l'article de l'Express, enfin provoqué par l'ethnologue pour eux. Bon, donc les gens croient que c'est moi qui ai fait les 2 articles, que les photos sont de moi, que le texte est de moi, que les photos sont de moi. Donc j'obtiens une mise au point dans Ouest France de la même longueur, c'est-à-dire une double page que leur horrible article. Et les villageois, ils comprennent tout à fait que je ne les ai pas trahis, mais et je dis que j'étais une imbécile complète. Mais après ça, évidemment, ça met fin à mon enquête formelle. C'est-à-dire, je n'ose même pas retourner voir Madame Flora pour qu'elle ne se sente pas en danger. Puisqu'elle m'a toujours dit, vous faites ce que vous voulez, mais il ne faut pas que les gendarmes me trouvent. Bon, ni aucun des désorceleurs que j'ai connus entre-temps, ni aucun des ensorcelés. Et donc voilà, je me retrouve, l'été 74, à devoir écrire un livre. Je garde la maisonnette à la campagne dans la Mayenne où j'habitais, qui était loin du village, où je vais comme ça pour écrire, pour travailler. Mais voilà, j'arrive pas à l'écrire du tout, ce livre. C'est-à-dire, je n'arrive pas... Mes matériaux, c'est des dossiers sur la région et mon journal de terrain. Et j'arrive pas à le relire. Et de temps en temps, comme je suis obligée de faire des prestations au séminaire de mon laboratoire, ici ou là, j'en trouve quelques pages et je fais juste une communication, mais qui évidemment, à chaque fois, ça stupéfie les gens et ils en veulent plus. Donc pendant près d'1 an, après la fin formelle de mon travail sur le terrain, je ne peux même pas y toucher. Et un jour, je dis, maintenant, ça suffit, arrête, tu as le droit d'être phobique, mais ça a des limites. Et donc, je m'oblige à dresser un index chronologique de mon journal de terrain. C'est-à-dire, et je me traite comme si j'étais une débile totale. Je me dis, mais attends, tu n'as pas besoin de le lire, tu marques juste à quelle date ça s'est produit, dans quel hameau ou village, qui tu as rencontré, quels sont les noms propres. Et donc, une fois que j'ai fait cet index des personnes, des noms de personnes et des noms de lieux et les dates des rencontres, curieusement, l'inhibition se lève et je commence à écrire très vite. Les mots, la mort les sort, en quelques mois, mais dans un état d'absence totale. C'est-à-dire, je n'ai pas de plan, je ne sais pas où je vais, mais j'écris. Je ne sais pas ce qui me fait choisir tel lot de feuillets du journal plutôt que tel autre, mais j'y vais et j'écris tous les jours où je travaille, c'est-à-dire la moitié de la semaine, 5 pages, avec une grande certitude, sans savoir où je vais. La moitié de la semaine, je fais ça, l'autre moitié, je suis devenue psychanalyste en 1974. Je le resterai jusqu'en 1995, et j'ai une pratique thérapeutique qui n'a strictement rien à voir avec la pratique sorcellaire, mais qui est une autre pratique thérapeutique. Bon, voilà. Et pendant que ce livre est sous presse,
En fait, en mars 1977, je démissionne de l'école freudienne de Paris, où Lacan m'a reçu avec des flonflons, après le suicide d'une candidate qui s'est exposée à un mécanisme institutionnel absolument désastreux qu'on appelle la passe, sur lequel je vous dirai un mot si vous voulez, mais je démissionne. C'est une invention de Lacan. Et je démissionne en publiant le texte, en écrivant à Lacan, en l'adressant à tous les membres de l'école qui éprouvent le besoin de réagir, qui sont très secoués, mais qui quand même, voilà, quand même, ils sont de cette école, ils resteront dans cette école. Et pour que ça ne tombe pas dans l'oubli, je le publie le mois même, ce même mois, au Temps moderne. Et c'est resté un texte qui a été republié plusieurs fois, qui a circulé, voilà. Bon, pour revenir 3 minutes, parce que c'est une affaire assez compliquée sur cette démission de l'école freudienne, voilà, Lacan avait inventé un nouveau dispositif institutionnel en prétendant que pour éclairer le passage des analysants à la pratique analytique, il avait besoin qu'on lui communique des expériences de membres de l'école. Donc il a inventé un dispositif dans lequel, ça à la rigueur ça pouvait se comprendre, qui demande qu'on l'aide dans son enquête sur ce qu'était la psychanalyse. Mais il a créé un dispositif dans lequel, à l'issue de ce processus, on avait ou on n'avait pas le grade suprême de l'école. C'est-à-dire qu'il a associé un dispositif de recrutement institutionnel au grade suprême à ça. Et c'est ça qui était meurtrier. Donc l'idée, c'était que des analystes, membres de l'école, donc des fondateurs, désignent parmi leurs analysants tel ou tel qui est en train lui-même de devenir analyste ou qui vient de devenir analyste. Que quelqu'un qui veut subir, on appelait ça la passe, qui veut subir la passe, un analyste donc déjà en exercice, qui veut donner à Lacan le bénéfice de son expérience, de ce qu'a été son passage de l'analysant à l'analyste, va parler à 2 de ses passeurs, qui ensuite l'entendront de leur oreille analytique, c'est-à-dire retiendront certaines choses et en oublieront d'autres, et les retransmettront à un groupe donc, qui tout d'un coup s'appelle le jury d'agrément, qui est un jury, donc tout d'un coup, composé par, comme je disais, le général et ses vieux grognards, et qui décideront qu'on donne un grade ou pas. Qu'on donne le grade suprême qui s'appelait, je ne sais plus, analyste de l'école. Bon, alors moi, comme débutante analyste, évidemment, mon analyste, qui était un des grognards du général, mais beaucoup plus humain et modéré que lui, m'avait désigné comme passeur. Je l'ai fait 2 fois. J'ai trouvé ça scandaleux. Une fois, c'était une star de l'école de Lacan, qui voulait passer la passe, subir la passe, qui vient me voir, qui me traite évidemment comme une débutante sans importance. Et puis elle se met à parler. Elle me dit « Ah mon Dieu, j'ai parlé ».
Moi, j'ai jamais parlé dans mon analyse. Je dis, vous savez ça, quand on va avoir un analyse, ça peut arriver, c'est pas grave. Et puis elle revient me voir en me disant, mais Lacan m'a dit, ce que nous faisons ensemble, elle allait le voir pour lui parler de ses patients, une fois tous les 3 mois, en tournant sa cuillère dans sa tasse de thé, ça produisait pour elle une interprétation sur ses patients. Et il lui dit, ce que nous faisons ensemble, qui à la rigueur pouvait s'appeler un contrôle, bien que ça n'en était pas, c'est une analyse et je l'amènerai jusqu'au bout. J'ai dit d'accord. Et là-dessus, je fais un rêve absolument comique de dérision de la psychanalyse que je raconte devant le jury et devant Lacan. Lacan n'aimait pas du tout la plaisanterie, il faisait semblant de rien entendre. Comment? Qu'est-ce que vous avez dit? Répétez plus fort. Donc, ça se passe à la déroute de Lacan, pour moi, mais on m'a obligé à me confronter aussi. J'avais rien demandé. Et puis une autre personne vient aussi. J'ai trouvé la chose lamentable parce que c'était une femme très mondaine, riche, avec une sexualité affichée, etc., qui avait épousé son premier psychanalyste d'ailleurs. Et on demande à son psychanalyste, qui était un des membres là, qui était un des meilleurs compagnons du général, comment était sa vie sexuelle. Et d'ailleurs, à propos de cette vieille gloire, on me demande si elle baise encore avec son mari, qui était leur copain à tous. J'ai dit, mais attendez, elle m'en a pas parlé, ça vous regarde pas. Et donc je voyais tellement qu'ils étaient dans essayer de voir comment sont nos collègues contrôler leur... qu'il s'agissait en rien du passage de l'analysant à l'analyste, mais il y avait à la clé le grade suprême de l'école. Et donc je dis que je quitte ce truc-là, que je ne veux plus en entendre parler, et une jeune femme de mes amis veut soutenir ça, avec le mythe que ce serait l'analyse suprême, puisque ça tomberait dans l'oreille de Lacan, qui était le psychanalyste suprême. Je lui dis, n'y va pas, c'est de la connerie. Et elle s'obstine, je refuse d'y être. Elle était un peu... C'était une sadomaso, un peu... très drôle, très... Bon, donc ça passe, c'est assez rock'n'roll. Je l'ai su qu'après, hein. Mais... ils ont été tellement estomaqués qu'ils n'ont rien répondu. Alors que dans le protocole, il n'y a qu'un membre du jury va dire ce qui a été décidé. Et elle s'est suicidée. Après avoir attendu une réponse pendant 1 an, à l'année de son passage, à la date, elle s'est suicidée. Et là, je n'ai pas supporté du tout et j'ai démissionné dans les 15 jours en écrivant une lettre ouverte, voilà. Et comment un dispositif... Hein. Bon. Mais je crois que je sais pas qu'on n'y peut rien. Le laboratoire de Nanterre devient une espèce de grande coquille vide et absolument sans importance, mais avec une prestance internationale tout d'un coup. La psychanalyse de Lacan devient une espèce d'horreur totalitaire. Je ne peux pas durer très longtemps dans les institutions comme elles sont, au fond. C'est pas plus grave que ça. Donc j'ai continué à pratiquer la psychanalyse, mais sans appartenir à une école. En parlant avec des psychanalystes. Mais que je considérais comme une espèce d'activité de garagiste, enfin, qui répare des bagnoles... avec des petits moyens, il y a 4 petits moyens et pas plus. Et on fait ce qu'on peut avec ces moyens-là, et sinon qu'ils aillent ailleurs. Hein, ceci dit, quand il a été question de comprendre, mais ça s'est passé après les Mola Morlessa, comment fonctionnait le désorcellement, je me suis adressée à des recueils de thérapie, à des thérapies... existantes, mais celles qui m'ont le plus appris, c'était l'hypnose ericksonienne et certaines formes de thérapie comportementale. Comment Madame Flora réussissait mais pas la psychanalyse, qui était aux antipodes de ce que faisait Madame Flora.
Donc d'une certaine façon, la psychanalyse m'a aidé à tenir sur le terrain la seule position qui était possible et m'a pas aidé à comprendre que c'était une thérapie et quel genre de thérapie c'était. Et d'ailleurs, par la suite, j'ai toujours eu des problèmes. Toutes les écoles de psychanalyse m'ont invité à en parler. Et à chaque fois, il fallait que leur thérapie soit la meilleure et que la mienne soit une connerie de paysans qui n'ont pas le logos. Il y a des débats publiés où ils se montrent d'une arrogance incroyable. Des gens qui sont par ailleurs des très bons psychanalystes et des gens très bien. Ils ont besoin de dire que sans le logos, il n'y a pas de guérison. Bien sûr que si, il y en a. Sans communication, il n'y a pas de guérison, mais pas sans logos.